la synthèse de nos connaissances qui sont disponibles sur le commissionnement, puisqu'en fait, la ICVF a été missionnée par la QC pour réaliser l'ensemble d'un travail sur la massification du commissionnement et de la création d'outils pour cela. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je suis accompagnée aujourd'hui de Hélène Allaire. Alors, je vais vous partager, vous allez me dire si ça marche ou pas, notre petite présentation commune. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je ne suis pas sur la bonne. Donc, déjà parti. Et voilà, je suis accompagnée aujourd'hui d'Hélène. Hélène, est-ce que tu es là? Oui. Merci Solène. Alors tout d'abord, merci pour cette invitation qui me permet donc de présenter les travaux que nous menons donc, au sein de l'AQC, qui est l'agence qualité construction, et plus particulièrement donc, sur les travaux sur le commissionnement. Je vais commencer par mettre une petite contextualisation sur qui est l'AQC, avant de revenir plus précisément sur les travaux qui y sont menés. Donc, l'Agence Qualité Construction, c'est également une association reconnue d'intérêt général qui a été créée il y a une quarantaine d'années. Et la mission première de notre association, c'est de mettre en place un observatoire de la sinistralité dans le bâtiment. Donc, pour voilà, observer tous les problèmes qui peuvent avoir lieu au sein de la construction. Et cette agence a été créée comme un lieu de travail et d'échange qui rassemble donc une cinquantaine de membres mobilisés autour de la question de la qualité de la construction. Et dans ce cadre de lieu d'échange, il nous a été demandé à l'AQC de piloter des programmes en lien avec la construction, parmi lesquels donc le programme Profil. Alors, on peut passer à la slide suivante, merci. Donc le programme Profil a pour objectif de développer des solutions innovantes pour accompagner et outiller les professionnels sur deux grands enjeux de la rénovation énergétique, qui sont donc de favoriser les décisions de rénovation énergétique et donc d'augmenter le volume de travaux de rénovation, et également de sécuriser l'atteinte des performances recherchées en améliorant la qualité des travaux qui sont engagés dans ces opérations de rénovation. Et donc, le programme Profil rassemble pour ça 16 organisations professionnelles avec lesquelles nous travaillons pour répondre à ces enjeux. Alors, on peut passer à la suite. Sur le... voilà, merci. Donc, le programme Profil, c'est une espèce de grosse boîte à l'intérieur duquel donc, il y a 8 projets. Et celui qui nous intéresse ce soir, donc c'est le projet qui s'appelle Renobox, qui là aussi a un double objectif, donc qui est de à la fois proposer de nouveaux outils répondant aux besoins des professionnels et de faciliter la mise à disposition de ces outils, mais également des outils existants. Donc souvent on a coutume de dire qu'on travaille à la fois sur le contenu avec les nouveaux outils et le contenant pour pouvoir mettre à disposition ces outils. Et on a fait une grande avancée donc, sur la mise à disposition des outils, puisqu'on a créé une plateforme de ressources qui s'appelle ProReno, qui est désormais en ligne depuis à peu près 15 jours, sur lesquelles vous pouvez retrouver maintenant plus de 800 ressources qui ont toutes à voir avec la construction et la rénovation, que ce soit des guides techniques, des rapports, il y a des podcasts, il y a des vidéos, enfin voilà, il y a différents formats, et donc je vous invite évidemment à aller sur le site pour consulter tout ça. Et à l'intérieur de Renobox, pour finir l'entonnoir, donc on a un groupe de travail dédié au commissionnement, et donc avec encore une fois donc l'idée vraiment de créer et de diffuser des outils qui sont dédiés au commissionnement pour favoriser le recours à ce procédé dans les travaux de rénovation. Donc c'est dans ce contexte que l'AICVF entre en jeu, et puisque l'AICVF a été missionnée donc pour piloter un ensemble de partenaires qui va donc réaliser ces outils de massification du commissionnement. Donc qui dit réalisation de travaux de massification, la première étape, eh bien, c'est de connaître l'état des lieux des connaissances qui sont disponibles, l'état des lieux, prendre la température sur les acteurs. Et là, toute
première des choses, ça a été de se mettre d'accord et de s'accorder sur une définition du commissionnement. Donc, il a été accepté que celle proposée par le mémento du commissionnement corresponde à la définition la plus pertinente, qui est donc que c'est l'ensemble des tâches pour mener à terme une installation neuve, afin qu'elle atteigne un niveau de performance contractuelle et qu'elle crée les conditions pour les maintenir. Donc, une fois que ceci est dit et posé, on se rend compte quand même que le commissionnement aujourd'hui, eh bien, il existe des choses, des guides, des boîtes à outils, une qualification, mais par contre, à la différence de nos amis européens, on n'a pas de cadre réglementaire, normatif, on n'a pas des outils qui sont partagés par tous. Et puis, également, à la différence des contrats de performance énergétique, des bâtiments bas carbone, du BBC, eh bien, on n'a pas d'observatoire. Et par l'absence de cet observatoire fait qu'on a également peu de retours d'expérience. Et puis, dans la pratique, on se rend compte qu'il existe tout un imaginaire autour du commissionnement, que chacun s'en fait finalement sa propre définition, qui est un petit peu hétérogène en fonction des acteurs. Et pourtant, ça reste la pierre angulaire, le commissionnement d'autres outils comme le contrat de performance énergétique, ça reste la pierre angulaire pour atteindre des garanties de performance. Et c'est aussi une démarche qui reste quand même très axée sur des projets à forte envergure, grande envergure, avec des moyens financiers un peu plus importants et des entreprises qui sont un petit peu plus staffées techniquement pour y répondre et pour le mettre en place. Alors, avec le programme Profil et Renobox, eh bien, l'objectif, c'est donc de standardiser un petit peu plus la démarche pour rendre des outils qui sont plus utilisables et plus abordables pour l'ensemble des acteurs dans le cadre d'une rénovation énergétique, et puis aussi pour que ces acteurs se saisissent du sujet et non seulement sur des projets très gros, mais surtout sur des projets un peu plus des projets de moyenne envergure. Voilà, donc la cible, ce sont des bâtiments tertiaires, de logements collectifs pour l'ensemble des acteurs. Donc, ce premier état des lieux qui a été fait, on va vous en parler, et il est basé aussi sur pour pouvoir créer ces outils, savoir d'où est-ce qu'on part au niveau des connaissances qui sont disponibles, des guides techniques. Et pour cela, l'ensemble des partenaires a réalisé un travail qui est certes un spectre large, mais très précis sur les guides techniques, les guides méthodologiques que l'on peut trouver sur le marché. Ils ont fait un recensement des normes afin de les rendre, de collecter tout ça, de les rendre disponibles via Renobox et pour aider donc les maîtres d'ouvrage à se lancer, pour permettre aux entreprises d'y répondre et d'avoir un accès facilité à toutes ces informations. Et donc, par exemple, l'analyse qualitative et de la complétude de tous ces guides a été faite. Je vous en montre 3, par exemple. Le mémento du commissionnement, l'ouvrage sur les méthodes et les outils de garantie de résultats énergétiques, la boîte à outils de l'ADEME. Tout ça a été passé au crible pour pouvoir évaluer ce qui est disponible et ce qui manque en termes d'informations pour pouvoir mettre en place une démarche de commissionnement. Il a été aussi évidemment mis en évidence la présence de la qualification d'ingénierie au PQI-BI 1910, et puis il sera également proposé l'ensemble des formations certifiantes et non certifiantes. Si on rentre un petit peu plus dans le détail pour que ce soit un petit peu plus concret, le travail qui a été réalisé, ici vous voyez une analyse de chacun de ces guides un peu techniques et méthodologiques, chacun de ces guides ayant été passé au crible sous les différentes thématiques pour voir si elles sont couvertes ou non par le guide. Et ça a permis de mettre en évidence des potentiels manquements ou d'informations ou d'outils pour les différents acteurs de la filière. Donc ça, cette toute première partie, c'était plutôt de l'analyse documentaire, de la mise à disposition de toutes ces informations. Et la seconde étape a été bien d'interroger vraiment les acteurs, de rendre cette analyse plus vivante et de donner la parole à ces gens qui sont investis ou non dans le commissionnement, savoir pourquoi ils se lancent, pourquoi ils ne se lancent pas. Donc, faire un état des lieux on a interviewé une trentaine de personnes qui représentent, là on le voit bien, de manière assez homogène, l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans le commissionnement. Et on a essayé donc de mettre en évidence l'état des lieux de leurs propres connaissances,
d'identifier leur motivation, ce qu'ils pensent comme étant être la valeur ajoutée d'une démarche de commissionnement, et enfin de lister les manques et leurs attentes vis-à-vis des futurs outils. Donc, ce qu'il en est ressorti, vous allez voir, je vais vous le présenter, c'est un ensemble donc c'est toute une synthèse croisée entre les différents acteurs pour pouvoir comprendre leur vue, vous savez, ce fameux imaginaire dont je parlais tout à l'heure, sur le commissionnement, et ce sur lesquels on s'accorde, c'est que le commissionnement semble être une bonne piste pour pouvoir donc éviter la non-atteinte de performances qui pourraient être évaluées en conception et qu'on ne retrouve pas sur le terrain. Donc le commissionnement, ça pourrait être un bon outil pour ça. C'est aussi un outil qui va permettre de maîtriser la performance énergétique, de favoriser le confort et d'être un outil facilitant la vie pour les entreprises d'exploitation et de maintenance. Par contre, on s'accorde à dire aussi que le contenu, eh bien, mériterait d'être un petit peu plus qualifié pour pouvoir être plus abordable. Et vous voyez sur la partie donc du point de vue de la maîtrise d'ouvrage, le problème de leur point de vue à eux, c'est que le commissionnement, eh bien, il semble être, leur vision, être un doublon par rapport à d'autres missions qui sont normalement dues dans une mission d'exploitation. Par rapport au point de vue des bureaux d'études, eux, on en ressort que c'est une mission qui est vraiment portée par cette ingénierie, le commissionnement, alors que les entreprises de travaux et les entreprises de maintenance, pour eux, c'est un terme qui est quand même peu utilisé, ils sont peu formés. C'est parfois vu comme quelque chose d'administratif et d'un petit peu lourd. Et, et voilà, si on continue dans cette analyse de ces interviews, eh bien, à contrario, la valeur ajoutée qui est perçue, c'est que, en fait, ça reste quand même une performance énergétique qui est garantie et que ça reste un outil de communication aussi très très fort. D'une part, pour valoriser le fait que ça permette d'atteindre vraiment des performances énergétiques, des économies d'énergie. On peut utiliser le commissionnement comme un outil donc de un outil de com sur la performance énergétique. C'est aussi un outil de communication facilitant entre un donneur d'ordre et son équipe d'exploitation et de maintenance. Donc un outil de communication interne aux équipes. Et puis, ça reste pour les entreprises de travaux et de maintenance quand même un bon outil de suivi pour éviter les dérives et de permettre d'anticiper et de sécuriser quand même l'exploitation. Donc ça reste quand même avec une forte valeur ajoutée pour l'ensemble de la chaîne des acteurs. Toutefois, ces interviews ont donc aussi mis en évidence qu'il y a quand même beaucoup de freins, parce que sinon on ne serait pas là à vouloir, on va dire, prendre des connaissances sur le commissionnement. Et le flou, c'est ça qui pêche en fait, c'est le sentiment de complexité et de complexité technique hein, de la mise en place et du suivi du commissionnement, mais aussi un flou par rapport à cette mission qui viendrait en doublon, un flou par rapport au coût que cela peut engendrer pour un donneur d'ordre et enfin une difficulté pour trouver des compétences. Donc voilà, ce constat-là que l'on fait vis-à-vis vis-à-vis de cette étude des connaissances documentaires, vis-à-vis de ces interviews, c'est que si on devait en faire une synthèse, ça serait qu'on est dans un contexte qui est tout à fait ambivalent, où en fait on a l'ensemble d'une profession qui admet globalement que le commissionnement a un fort intérêt, c'est une démarche très pertinente, et que en fait la performance elle est au rendez-vous, mais en même temps on constate que bah, on est en statu quo, c'est-à-dire que tout le monde se regarde en chien de faïence, où vous avez des donneurs d'ordre qui se disent je ne vais pas lancer une mission parce qu'en face de moi j'ai un manque de compétences, et en même temps des entreprises ou des maîtrises d'œuvre qui se lancent peu dans une démarche pour acquérir plus de compétences, puisqu'elles se disent qu'en face il y a peu de missions pour y aller. Donc, c'est un petit peu gênant et bloquant cette situation, alors que les résultats sont là, alors qu'on est dans un contexte où on a une grande précarité énergétique, où on a des prix de l'énergie qui évoluent en permanence, où on est dans une situation de rareté des ressources. Alors,
Bon, ce qu'on peut se dire, c'est que l'idée, c'est qu'on arrête de se regarder en chien de faïence, que justement, bah, les chiens, on les lâche parce que les résultats sont là, parce que ça paye le commissionnement, et puis parce que finalement, ça reste un investissement qu'on juge quand même complètement décarboné, parce que ça reste une méthode. On investit peu de matière, si ce n'est de la matière grise. Donc voilà, là, l'idée aujourd'hui sur le commissionnement, c'est qu'est-ce qu'on attend pour y aller. Et voilà, aujourd'hui, bah, l'AICVF, l'AQC, on est en train de mettre en place les choses pour pousser la profession justement à y aller, puisque c'est décarboné, il y a des résultats et finalement la donnée, les guides sont là, les formations sont là, la qualification est là. Donc voilà, aujourd'hui, on a plus qu'à se lancer. Et donc effectivement pour aller dans cet objectif, ce but donc de diffuser et de massifier le recours au commissionnement, les travaux que Solène a présentés vont être publiés dans un premier livrable qui va donc rassembler à la fois la synthèse des connaissances, mais également donc les synthèses des entretiens qui ont été réalisés. Donc là, pour le moment, le document est en cours de finalisation, de maquettage, etc. Mais il sera normalement disponible courant février, donc toujours sur la plateforme que je mentionnais tout à l'heure, ProRéno. Je vous invite vraiment à aller y jeter un œil pour voir tout ce que vous pouvez consulter via cette plateforme. Et puis, si on peut passer donc à la suite en quelques mots. Donc là, on était peut-être plus sur une partie un peu plus théorique pour poser les bases des travaux qui vont venir. Et donc, à l'issue de cet état des lieux, le travail qui va être mis en place ensuite sera de créer les outils avec une dimension plus pratique, que ce soit à la fois des outils méthodologiques de sensibilisation ou des outils techniques, vraiment, encore une fois, ciblés sur le commissionnement. Merci à vous pour votre écoute. Merci. Alors, je vous remercie pour ces présentations. Donc, on a bien pu voir tous les outils qui étaient aujourd'hui existants sur le commissionnement, les freins qui sont aussi existants en France. Maintenant, je vous propose de passer à une vision peut-être plus européenne aussi. Et puis donc, je laisse Franck Hovorka reprendre la suite pour nous présenter un peu d'autres visions sur ce commissionnement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'en profite encore une fois en tant que président national de l'AICVF pour féliciter nos présidentes, présidente régionale Priscilla, la région Aura, et puis présidente de notre commission technique Solène. Bravo en tous les cas pour le travail que vous faites, et je suis ravi que nous ayons des personnes comme vous impliquées au sein de l'AICVF et qui vont l'être de plus en plus, j'en suis sûr, au vu des compétences et des travaux que vous menez. Donc, je vais partager mon écran pour vous parler des travaux qu'on a pu mener lorsque j'étais président de la Fédération européenne REVA. Est-ce que, normalement, ça fonctionne? Voilà. Donc, j'ai intitulé cette présentation coût ou valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que quand j'ai participé aux travaux avec la Fédération européenne et son comité technique qui regroupe 80 experts environ au niveau européen. Pour votre info, REVA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une fédération qui regroupe 26 associations nationales. Donc, l'association représentant la France, c'est l'AICVF. Et ça représente environ 140 à 150 000 ingénieurs à travers l'Europe. Et on a des accords de coopération avec notre homologue américain qui s'appelle ASHRAE et nos homologues indiens également pour coopérer sur les guidebooks et les documents de référence. Alors, je vous parle de ça parce qu'en fait, le commissionnement, on l'a abordé sous plusieurs angles. Une première fois, j'ai participé à l'écriture
un guidebook sur l'impact que pouvaient avoir les systèmes performants de climatisation CVC dans le tertiaire. Donc ça, c'est le guidebook numéro 16 que vous avez au centre de l'écran. Ensuite, j'ai reparticipé à des travaux sur le commissionnement, donc ce qui a donné les guidebooks numéro 27, là, HVAC Commissioning Process. Donc celui-là, il a été principalement écrit par des experts d'Europe du Nord. Et il y a à l'intérieur, si ça vous intéresse, tout un tas d'éléments de cadrage, de listes, d'indicateurs à suivre pour le commissionnement. Et il a donné naissance à un troisième guidebook qui est intéressant, qui est le numéro 29, sur Quality Management for Buildings. Donc, c'est toute la suite, en fait, sur la maintenance qualitative et le maintien de performance dans le temps. Et je vous ai mis au-dessus les travaux qu'on mène également, et vous verrez où je veux en arriver avec ma conclusion un peu plus tard, les travaux qu'on a menés en coopération avec les agences internationales, que peuvent être le Programme environnement des Nations Unies, le World Green Building Council, la Commission européenne et un certain nombre d'autres acteurs sur la traduction de la performance environnementale et énergétique et carbone aujourd'hui dans l'équation de valorisation de nos immeubles. Donc ça a donné par exemple aussi naissance à des travaux avec le programme Aldren dans lequel Reva était présente avec le CSTB sur comment peut-on traduire la performance technique et énergétique d'un ouvrage dans l'équation de valorisation financière d'un ouvrage. Et je pense que Cédric en parlera tout à l'heure. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail technique cette fois-ci de ces ouvrages, d'abord parce que ils existent, ils sont disponibles, et puis que nos collègues, David qui parle après moi, est bien plus expert en la matière que je ne le suis. Mais l'objectif que sur lequel je voulais vraiment insister aujourd'hui, c'est quand on parle commissionnement avec les collègues au niveau européen, tous vous disent globalement c'est un coût de prestation qui va tourner entre 0,2% et 1,5% du coût de construction. Alors ça paraît rédhibitoire pour le maître d'ouvrage que je représente, parce que ça veut dire un coût supplémentaire, et c'est pour ça que j'ai intitulé cette présentation « Coût ou valeur ». Effectivement, c'est un coût supplémentaire parce qu'il faut construire en fait ce que devrait être, à mon sens, un dossier des ouvrages exécutés. C'est-à-dire qu'avec le commissionnement, on fait travailler ensemble les experts de l'ingénierie de conception et d'exécution avec les experts des fabricants industriels des équipements et de manière à préparer et à vérifier que les performances nominales que l'on attend d'un équipement ou d'un système sont bien au rendez-vous avec les équipements installés dans l'immeuble. Je m'explique, si vous voulez, vous savez normalement que une centrale de traitement d'air doit fournir telle et telle performance en termes de débit, et ben vous allez vérifier avec des anémomètres dans les gaines la performance, les débits, etc. La même chose sur l'énergie, la même chose sur les équipements mis en œuvre et sur leur bon fonctionnement de ces équipements dans des systèmes ou des sous-systèmes. Et ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, ce qui va être extrêmement important pour nous, c'est d'avoir un flux d'informations avec une fiabilité. Alors pourquoi, je vous disais, ça coûte entre 0,5 et 0,2 et 1,5% du coût de l'opération? En fait, c'est le prix de la fiabilisation. Plus vous cherchez à avoir d'informations fiabilisées, de vérification de la réalité de ce qui est mis en œuvre par rapport à ce qui a été prévu et programmé et par rapport aux performances nominales données par l'industrie, plus vous allez y passer de temps et plus vous allez chercher à descendre dans le détail, plus vous allez devoir des experts vont devoir passer du temps ensemble pour valider ces informations. Et on voit bien que dans le flux de données complet, eh bien, on a besoin de structurer ces informations. Donc, on a les données qui nous arrivent depuis les produits mis en œuvre, donc les industriels, qui doivent être partie prenante au commissionnement. Sinon, si vous n'avez pas le fabricant de l'équipement qui est partie prenante, ça ne marche pas, puisque vous n'avez pas les données nominales. Vous pouvez aussi avoir dans l'environnement
les organismes de certification comme Eurovent Certita, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont certifier les performances nominales des équipements que vous, bureau d'études, vous avez choisi en conception et vérifier que ces performances sont en rendez-vous. Donc, on a bien un ensemble d'informations qui doivent être structurées. Donc, on revient aussi sur ce sujet majeur de collaboration et d'échange de données que l'on a dans la conception-construction, mais qui devient clé quand on a besoin de faire ces opérations de commissionnement. Et plus vous avez de données qui sont collectées en amont du commissionnement, moins vous avez besoin de dépenser d'argent pour aller rechercher des données sur comment fonctionne la machine, comment fonctionne le groupe froid, comment fonctionne le système de GTB, etc. Donc on gagne énormément de temps si ce commissionnement est intégré dans la partie contractuelle, conception-construction. Et si on a toutes ces données structurées, on se retrouve en capacité, évidemment, de les traduire à la fois sur la décision d'acquisition, sur la décision d'achat. Et donc, j'en viens à la valeur, c'est-à-dire que je suis convaincu, et les collègues, notamment suédois, utilisent les processus de commissionnement en termes de process pour les intégrer dans la contractualisation, et ça devient un facteur de décision sur les produits qui vont être mis en œuvre sur l'opération, c'est-à-dire au niveau de la contractualisation des travaux avec les entreprises et les industriels qui fournissent les équipements pour les entreprises. Vous voyez finalement le commissionnement que l'on met souvent à la fin, comme la dernière roue du carrosse, en se disant ça peut être sympa de faire du commissionnement à la fin. En réalité, c'est un élément de processus de pensée qui est structurant, parce que pour réaliser proprement cette procédure de commissionnement, il faut l'avoir intégré dans le processus contractuel et obtenir des informations de l'ensemble des acteurs qui vous permettent de faire cette étape de mise en service, et ça va bien au-delà, qui est de la vérification de performance par rapport au nominal et de la vérification de conformité de fonctionnement par rapport à ce qui était conçu, prévu par l'ingénierie. Et j'en profite pour saluer ici nos collègues du CINOV et le président du CINOV d'Amirac, qui travaillent aussi sur ces sujets-là, de manière aussi à pousser ce service, parce que honnêtement, quand on veut vraiment aller vers des contrats de performance énergétique, vers de la rénovation performante, vers du neuf qui fonctionne longtemps et dans la durée, il va être difficile de ne pas passer par cette étape de commissionnement. Et j'étais encore ce matin avec des adhérents de la Fédération des promoteurs et des industriels, où on sent clairement qu'aujourd'hui, quand on va acheter du matériel, et je pense notamment aux équipements de type pompe à chaleur, la garantie fournie, la durabilité passe par cette étape de commissionnement, puisque la réponse que nous fait systématiquement l'industriel quand il nous dit « je suis prêt à garantir plus », oui, mais je veux être certain que ça a été bien installé. Quand on dit ça, ça veut dire qu'il faut avoir fait cette étape de commissionnement qui permet de vérifier que la machine correspond bien à ce qui était prévu et que ça a été correctement installé. Donc on est bien sur cette volonté de structurer les informations, les avoir à disposition, la disposition des acteurs pour réaliser ce processus de commissionnement qui est au service de la performance globale de l'opération. Donc pour aller plus loin, on peut aussi imaginer travailler… Franck, oui. Est-ce que je peux te demander de mettre ton slide dans Diaporama? Ah pardon, toutes mes excuses. Non, aucun problème. Enfin, je pense que sur les précédents, c'était tout à fait lisible, mais celui-ci, ça va être compliqué, en fait. Oui, toutes mes excuses. Hop, voilà, c'est mieux. Super. Pardon, je croyais l'avoir fait, mais j'avais un pop-up qui cachait le bouton. Donc, pour aller plus loin, on peut imaginer aussi, grâce au commissionnement, de travailler sur de l'analyse de cycle de vie, carbone comme énergie. Savoir si on est bien dans le nominal de ce qui a été prévu, avec l'énergie consommée dans le temps et la projection qui a été faite par le concepteur. Là, c'est tout bête, hein, c'est en fait une analyse de cycle de vie, mais désagrégée, de manière à voir avec des barres verticales les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique année après année. Donc, je désagrège le système qui aujourd'hui vous dit qu'il faut tout calculer pour faire une somme avec une durée de vie théorique de 50 ans. Là, je prends la même chose, mais je la désagrège de manière à avoir une vision année après année
de ce que me coûte le système en termes de poids carbone et en termes d'énergie consommée, et en termes de maintenance, et en termes de gros entretien, et en termes de rénovation. Donc c'est pour ça que vous avez systématiquement évidemment des barres à moustache, puisqu'il y a de l'incertitude qui est de plus en plus élevée au fil du temps. J'aurais dû même mettre des barres à moustache au bout de 50 ans, qui sont aussi grandes que la valeur fixée dans le tableau. Mais l'idée qui est là, c'est de donner à l'acteur qui va travailler ensuite, parce que si on commissionne, c'est pas pour le fun, c'est pas pour faire plaisir à l'ingénieur. Si on commissionne, c'est pour donner une information de performance nominale à un instant T à la réception de l'ouvrage, qui va permettre ensuite aux utilisateurs, aux gestionnaires d'actifs, au FM qui intervient, de pouvoir comparer la performance réelle par rapport à la performance nominale validée par cette période de commissionnement. Et donc, ça devient clé parce que nos installations devenant de plus en plus complexes, nos installations mettant en service des machines avec des algorithmes qui leur sont propres, dans leur système de pilotage qui leur sont propres et qui doivent converser les unes avec les autres, font qu'on a vraiment besoin de cette étape de commissionnement. Moi, j'ai vécu dans le tertiaire principalement, où c'est indispensable si on veut pouvoir faire un T0 du nominal de l'immeuble. Ensuite, deuxième impact, qui peut vous sembler ultra lointain, mais qui en fait va être clé dans la prise des décisions des maîtres d'ouvrage et des investisseurs pour faire ce commissionnement. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les listes de données, là c'est un document qui vient de l'ARIX qui est en anglais, mais on est en train d'y travailler en français. Quand vous regardez les listes de données dont on va avoir besoin, on va nous demander de plus en plus, pour prouver que l'immeuble est vert, au titre de la taxonomie européenne, donc ce qui est règlement, c'est une régulation et une réglementation qui définit de ce qui est vert ou pas, ben vous voyez, il y a notamment la consommation énergétique, le pourcentage d'énergie renouvelable, les émissions de gaz à effet de serre. Or, si vous n'êtes pas capable de prouver que votre immeuble, avec un tiers indépendant, et je reviens donc au commissionnement, c'est aussi la capacité de prouver que l'énergie consommée par l'immeuble que vous affichez, elle est bien celle de l'immeuble et pas une consommation théorique, non validée par qui que ce soit. Donc, on fait le lien en réalité. Là, vous avez la même chose en français, mais on se retrouve sur exactement les mêmes choses. L'idée, c'est de faire le lien entre ce que nous faisions avant, c'est-à-dire constituer notre immeuble physiquement sans vraiment contrôler si les équipements qui sont mis en œuvre sont bien ceux qui étaient dans le document de conception, sont bien ceux qui doivent bien fonctionner ensemble. Donc on rentre dans un monde où on veut vérifier que le choix des produits correspond à ce qui a été prévu, donne l'expérience prévue, c'est-à-dire apporte la performance énergétique qui est souhaitée, et pas seulement énergétique, mais aussi toute la performance en termes de qualité d'ambiance intérieure. Je pourrais parler longuement des sujets de ventilation, de qualité d'air, de qualité des éclairages, de vérification que les éclairages apportent les quantités de lumière, ne créent pas de système d'éblouissement, etc., donnent bien la bonne température de lumière. C'est des sujets sur lesquels j'ai pu beaucoup travailler, notamment quand je bossais en Allemagne, où on commissionne aussi les appareils d'éclairage pour vérifier que ce qu'on attendait en termes de qualité d'ambiance lumineuse est au rendez-vous, tant en termes de lumière naturelle qu'en termes de lumière artificielle. Donc, vous voyez que le commissionnement, au-delà du chauffage, ventilation, clim, va aussi vers les aspects éclairage et aussi les aspects acoustiques. Donc, on est bien sur la nécessité d'avoir des informations. Pour ça que je parle de constituer un jumeau numérique avec des données. C'est là que le digital devient intéressant. C'est que les données qu'on récupère, c'est pour vérifier, en moment de la livraison et du commissionnement et du processus de commissionnement, que la performance nominale est au rendez-vous et que l'expérience client est bien celle qu'on a prévue et qu'on n'a pas simplement choisi les produits les moins chers. Je ne vais pas m'attirer des amis dans les services achats, mais encore une fois, acheter aujourd'hui dans l'immobilier uniquement en regardant la ligne d'en bas avec le produit le moins cher, c'est effectivement l'assurance de respecter à court terme le bilan, mais c'est aussi un risque très élevé de ne pas rencontrer l'expérience usagée.
Mais c'est aussi une garantie de performance pour l'investisseur. Pourquoi? Parce que je vous le disais juste avant, à partir du moment où la réglementation nous oblige de justifier que ce que nous disons en termes de performance énergétique et carbone doit être prouvé pour pouvoir bénéficier du tampon comme quoi cet actif est reconnu comme vert au titre de la taxonomie européenne et permet donc d'être plus liquide sur le marché et moins risqué et moins obsolète, avec une obsolescence plus faible, vous voyez bien que là, tout d'un coup, l'investisseur a intérêt à acheter du commissionnement. Parce que ça n'est plus un coût, c'est une valeur ajoutée pour la garantie de performance. Et enfin, c'est un travail conjoint entre constructeurs, concepteurs, ingénierie, architectes et industriels et installateurs pour que tout le monde ait donné des informations pour préparer le commissionnement. Le commissionnement, il coûte cher, il ne marche pas quand il n'a pas été prévu initialement et que c'est vécu comme un contrôle de plus chez les installateurs. Il n'y a rien de pire que ça. C'est-à-dire vous débarquez en disant je suis l'inspecteur des travaux finis et je vais venir vous embêter pour vérifier si vous avez bien bossé. Alors là, catastrophe assurée. Alors qu'au contraire, quand c'est programmé au départ et que le processus est dès le démarrage du chantier connu des installateurs et des industriels, ça au contraire améliore la relation et fluidifie les informations entre les acteurs. Voilà, et donc pour la traduction, c'est vraiment ce qu'on avait fait dans le guide numéro 16, mais je vous invite à acheter et lire les 3 guides de Reva qui sont passionnants sur ces sujets-là. L'idée, c'est de dire comment on traduit la performance opérationnelle dans la valeur. Et vous voyez que ça a un impact, en fait, assez vite sur les équations de valorisation en termes de ce qu'on appelle CAPEX et OPEX, c'est-à-dire tout ce qui va être lié aux investissements initiaux et aux investissements liés à l'obsolescence du matériel ou à la consommation énergétique. Voilà, donc je conclurai en vous disant que ce qui est extrêmement important, au-delà de l'aspect technique que je n'aborde pas là, mais qui est clé, comme l'a dit Solène tout à l'heure, au-delà de l'aspect technique, c'est aussi d'avoir des éléments de conviction auprès de vos donneurs d'ordre pour leur expliquer que le commissionnement, c'est une valeur ajoutée colossale et que le petit investissement qu'ils feront en termes de coûts pendant l'opération leur apportera énormément en termes de valeur sur leurs biens, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire. Merci. Merci Franck. Du coup, je reprends le bâton de parole sur les roues. Oula, on a un écho. Voilà. Bon, c'est les voix du direct. Du coup, je prends le relais pour passer la parole à David Corlier, dont j'ai l'immense plaisir de l'accueillir parmi nous aujourd'hui. Il va nous faire part, au travers d'un retour d'expérience, de sa connaissance de terrain, de la pratique du commissionnement. Il va nous montrer le lien direct et effectif justement entre le commissionnement mis en place sur une opération et sa performance réelle intrinsèque une fois le bâtiment mis en exploitation. À toi, David. Merci beaucoup, Maxime. Merci à la ICVF de me donner l'occasion de faire la présentation du projet Intensity. Donc, ça va être un exemple d'une pratique alors je vais parler de commissioning, voilà, dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. L'origine du projet, il faut quand même bien le préciser, c'est une opportunité incroyable d'avoir un maître d'ouvrage qui est Schneider Electric, qui avait la volonté de réaliser un ensemble immobilier de 27 000 m² avec l'objectif d'être BPOS suivant son protocole, ses conventions, et d'engager un contrat de performance avec un groupement et piloté par un promoteur. Et là, on a eu non seulement l'immense chance de gagner dans un concours de circonstances, puisqu'on a accompagné Bouygues Immobilier, on a gagné le concours avec Bouygues Immobilier, et on est arrivé à mettre en pratique des intentions qui avaient été initiées sur Icari, et qu'on a pu vraiment concrétiser d'une manière assez incroyable. Donc ce projet, c'était un showroom, un bâtiment labellisé LEED Platinum, etc., et de BPOS, mais surtout c'est arrivé sur un projet qui avait déjà été conçu par une équipe de maîtrise d'œuvre. Et David, je crois que tu ne partages pas ton écran. En tout cas, moi, je ne vois pas la présentation. Tu vois pas la... Non, tu ne partages pas ton écran, en fait. Eh ben, je ne sais pas pourquoi. Parce que nous, on l'a en local. Oui, mais tu ne l'as pas partagé, en fait. Tu n'as pas partagé ton écran.
Peut-être que tu partages. On partage ici. Partage là. Hop. Et tu prends l'écran et on change l'écran. Je pense que tu confirmes, Franck. Oui. Voilà, c'est bon. On peut le. Alors, on a ta présentation. Ah, bah voilà, très bien. Et il n'y a plus qu'à le mettre en plein écran et c'est bon. Non, voilà, c'est parfait. Vous voyez tout? Il faut le mettre en plein écran, mais sinon, c'est bon. Je pense qu'il faut le mettre là. Ah, tu es en mode en plus, ouais, tu es en mode diaporama. Non, toujours pas. Il faut enlever le mode présentateur. Comment? Ouais, il faut enlever le mode présentateur, pardon. Sort de la présentation. Ici. On est gauche. On arrive. Ouais, ouais, le commissionnement semble plus simple que projeter un Que le partage PowerPoint. Bon, bah, nombre d'ingénieurs qu'il y a dans cette salle, je pense que vous y arriverez. Visionner sur une. Je vois pas ce qu'il écrit. Non. Tu peux décocher votre présentateur. Tu le vois ou pas? On le voit pas par contre. Tout en bas à droite. Voilà. Ok. Ok. C'est parti, on va pouvoir y aller. On se met celle-ci. Hop, je vais remonter. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Merci. Top. Donc c'est un projet qui date. Merci beaucoup, Marc. Merci. Donc c'est un projet qui date de 2016. Hein. Donc on est arrivé à la fin du cycle de vie du projet. Et je vais juste rappeler donc les objectifs. C'est un contrat de performance avec une cible de 20 kWh de consommation électrique sur les 5 postes réglementaires suivant un protocole bien défini et puis un process à 17. Donc l'objectif, c'est d'avoir 37 kWh mètre carré. Le protocole de vérification était ultra précis avec des vérifications suivant l'IPMVP option D, donc simulation énergétique dynamique, suivant les veaux, et un suivi assuré pendant 2 ans avec une instrumentation installée, assurée par le promoteur et donc un follow-up. Le point, ça met un tout petit peu de temps à s'afficher sur Teams. Donc la démarche mise en place, c'est arriver sur un APD et mettre en place le commissioning. Le commissioning donc, ne s'est pas limité à simplement réceptionner les lots techniques. Et on va le voir par la suite. Ça s'est vraiment appuyé sur un énorme travail de conception, de préparation, d'analyse de risque, puisque le commissionnement, il faut le qualifier comme l'a défini l'HRAE, c'est-à-dire c'est une démarche qualité avec une analyse préliminaire de risque, des mesures préventives en fonction de la criticité de chaque risque. Donc on est dans une démarche anglo-saxonne et pas du tout dans une démarche européenne de simplement réceptionner les lots techniques. Et on a travaillé avec Bouygues Immobilier main dans la main pour mettre en place la démarche et arriver à s'engager sur le résultat et à le respecter en exploitation. Et ça s'est finalisé en fin 2023. Voilà. Donc, le point qui est très, très important, c'est comment on arrive à s'engager sur 20 kWh en mètre carré an, mais il faut avoir des outils. Et les outils, c'est principalement, dans notre cas, la simulation énergétique dynamique. C'est-à-dire qu'on dispose, alors je suis désolé, mais ça met vraiment beaucoup de temps à venir jusque sur les écrans, on dispose de méthodes, on a nos outils internes, mais à l'heure actuelle, avec les outils du commerce, que ce soit Design Builder Energy plus tous les logiciels, on n'arrive pas à avoir le résultat précisément. Donc nous, on a développé nos simulations, nos outils de simulation, nos outils de paramétrage de modèles, et on fait de la simulation énergétique dynamique précise, vraie vie, au plus près de la réalité du terrain. Et dans ce cas-là, on est capable, pendant le concours et ensuite pendant le pro, d'optimiser le projet pour arriver à la cible de 20 en conception et ensuite dérouler la démarche qualité. Donc ça, c'était un travail qui nous a pris plusieurs mois. On est arrivé à faire ce modèle qui a des centaines de zones. C'était des millions de avec des modèles sous MATLAB Simulink, des thermofrigopompes, etc., etc. Il n'y a rien qui était préconfiguré par défaut dans les logiciels comme Design Builder, etc. Tout ça pour dire que quand on arrive à refaire cette évaluation, on est arrivé à démontrer à notre client que le projet APD tel qu'il était conçu, il n'était pas à 20, mais il était à 40, et qu'il fallait refaire la conception et pour arriver au 20. Et on est arrivé à faire ce travail avec Schneider Electric, qui a accepté de jouer le jeu, et Bouygues Immobilier, pour remettre à niveau la conception,
Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai entendu parler d'Eurovent, etc. C'est super bien le fonctionnement nominal. Le problème, c'est quand on a un bâtiment qui est étanche à l'air, qui a 20 cm d'isolant et du double vitrage ou du vitrage électrochrome, etc. En fait, les équipements fonctionnent principalement à charge partielle. Vous faites des relances le matin au point nominal, mais après, rien ne se passe comme prévu. Que ce soit la CTA, Covid, pas Covid, qui est avec des occupations partielles, mais en fait, si vous prenez une CTA et que vous faites 10 000 m², ben, elle sera toujours au talon bas, elle sera toujours à charge partielle, vous n'aurez jamais les fonctionnements nominales. Pareil pour les thermofrigopompes, donc tout doit être conçu de manière dynamique pour avoir un bâtiment réellement performant. Et il n'y a pas de secret, et c'est pour ça qu'on a un ratio 2 entre ce qui était prévu et ce qu'on obtient par le calcul. Donc on a fait l'optimisation ensuite avec nos outils de simulation énergétique dynamique pour parvenir à lancer le projet, à lancer un pro, consulter les entreprises et partir en phase chantier. Un point important, c'est que j'ai entendu beaucoup parler des systèmes, mais malheureusement, le commissioning, ça commence par le building enclosure, donc c'est la qualité d'enveloppe. C'est l'étanchéité à l'air, ce bâtiment, il est au niveau passif, et on y est arrivé, c'est à 27 000 m², et ben, le N50 était à 0,6, hein, on était même en dessous. Et puis, tous les ponts thermiques ont été traités en conception, revus des carnets de détail des entreprises, avec des calculs en 2D, en 3D, mais aussi des chiens de garde qui étaient sur le chantier, qui allaient voir que tout se posait correctement, etc. Donc, ce n'est pas simplement l'équipement, c'est aussi des gens qui savent traiter l'enveloppe et qui savent faire des bâtiments qui sont réellement performants. Parce qu'un bâtiment qui a un UP qui est 2 fois ce qui est prévu, bah, je suis désolé, on aura beau avoir la bonne pompe à chaleur au point nominal, ça ne marchera jamais. Donc, c'est vraiment, vraiment de la rigueur sur tous les points. Et ça, c'est l'analyse de risque préliminaire qui nous permet de mettre le plan de qualité et ensuite de mettre les démarches, les actions préventives sur toutes les étapes du projet. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, on a une super enveloppe et ben, on met les équipements en place et puis il faut tout contrôler. Donc, moi, j'avais des collègues, donc heureusement, j'étais dispensé, j'avais d'autres projets, mais mes 6 autres collègues, ils ont passé 6 mois à tout vérifier. Et quand je parle de tout vérifier, c'est tout. C'est le contact de feuillure. Petit exemple ici, juste les panneaux radiants. Les panneaux radiants, on les met en place, en théorie, tout va bien, on a nettoyé le circuit hydraulique. On passe avec la caméra thermique, on les a tous faits. Hein. Et ben, on voit celui qui fonctionne en haut, celui qui ne fonctionne pas en bas, donc la vanne, ben, elle ne s'est pas ouverte, et puis celui qui a un petit problème avec une fuite sur la vanne, ben, celui-là, il faut le détecter, et puis après, il faut aller dire à la personne qui a fait l'autocontrôle, ben non, ton autocontrôle, il n'est pas bon, il faut tout refaire. Donc, tout a été contrôlé de A à Z, on a tout fait de manière exhaustive. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est que la qualité, ben, quand on veut vraiment faire quelque chose de parfait, ben, il faut tout vérifier. Et une fois qu'on a livré, donc ça prend quelques semaines, et ben, il faut tout vérifier. Donc j'ai entendu parler des données qui venaient de l'industrie, etc. On prend les fiches techniques, tout le monde participe, mais on est dans un monde où soi-disant tout est smart et tout est numérique. Eh bien là, en fait, on a mis à l'épreuve la réalité du numérique en se disant, ben, on va récupérer les données, tout. On va se mettre sur la GTB, on va tout pomper et on va tout vérifier. Donc, on a des millions de données qui arrivent toutes les semaines sur nos serveurs et on traite tout et on vérifie tout. Donc, il n'y a pas d'ingénieur derrière les écrans parce que sinon, ben, il faudrait 50 ingénieurs à plein temps pour faire ça. Donc, on n'a pas mis de l'intelligence artificielle, mais on a fait de l'algorithmie et on a travaillé, on a fait de la R&D pour tout vérifier en mode automatique. Alors là, ici, vous avez un petit exemple qui arrive sur vos écrans. Ça met un tout petit peu de temps. C'est par exemple le commissioning automatisé des conditions de confort de toutes les zones du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a les algorithmes. Je suis désolé pour ceux qui sont absents. Voilà, ça arrive. Donc, on récupère les données de la GTB, on a les températures, les hygrométries, etc. Et on est capable de calculer par zone les indicateurs, les températures, savoir si on est conforme en été, en hiver, ce qui fonctionne, ne fonctionne pas. Donc, on a 500 zones testées et c'est en automatique. Et toutes les semaines, le rapport est édité au point PDF. On a aussi les modèles de Fanger, le confort adaptatif et on sait certifier que le bâtiment il est conforme. Donc, on l'a fait à réception, mais on le fait également en exploitation. Et l'exploitant, le facility manager, il récupère les rapports et on fait une visio toutes les 2 semaines et on check les points à corriger, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui demande 0 effort humain. Par contre, c'est l'investissement en amont, bien entendu. Il faut du développement officiel. Il faut équiper le bâtiment. Et puis après, ben, il faut de l'intelligence et de la volonté de la maîtrise d'ouvrage pour dire oui, on va suivre et on va piloter le projet pour faire de la qualité. Donc ça, c'est des choses qu'on fait pour tout. On va contrôler la vanne du panneau, on va contrôler ci, on va contrôler ça. Et puis au bout de 2 ans, on a fait une année de tuning, c'était pendant la fin du confinement, voilà, fin Covid. Et puis après, on a une année où tout fonctionne bien.
Et là, eh ben, le chiffre de 20, il faut aller le vérifier. Donc, ou alors on prend le doigt mouillé à la bécassine et puis on lève le doigt, on se dit on est à 20, on n'y est pas. Nous, on a plutôt travaillé, on a respecté le protocole et on a réinjecté les données de monitoring dans le modèle. On a réinjecté les données d'usage et on a fait le calage du modèle pour montrer qu'on était à la cible de 20 suivant le protocole qui avait été imposé par la maîtrise d'ouvrage et l'investisseur, puisqu'il y avait quelques millions d'euros qui étaient à la clé en pénalité. Pour donner un petit exemple, en fait, une fois qu'on a remis à niveau, on a recalé le modèle, on est allé voir si on était à peu près juste ou à peu près faux. Au niveau production de chaud-froid, on est à peu près à la cible. On s'est rendu compte que l'éclairage, on était meilleur dans la vraie vie que ce qui était sur les modèles. Également sur les CTA et les pompes, puisqu'on mesurait tout, on a des centaines et des centaines de capteurs. Par contre, on s'est rendu compte qu'on avait des régulateurs qui étaient un peu plus gourmands et qu'on avait un problème de production de CS avec la récupération d'énergie et puis des systèmes où on se rend compte le CS avec des pompes à chaleur, c'est pas simple parce qu'on est en certaines limites et on a des petits soucis, surtout quand il n'y a pas de puisage. Donc, quand on remet le protocole, c'est un peu compliqué. Et puis, on s'est rendu compte que les travaux preneurs, les occupants avaient un impact. Et on avait aussi d'autres impacts sur tout ce qui était digital, service digital dans les bâtiments tertiaires. Donc, ce projet, il est, entre guillemets, terminé en termes dans le cadre du CPE, et on continue de travailler avec Schneider Electric sur l'assistance à l'exploitation pour pérenniser, parce que ça a du gain, c'est pérenniser vraiment la performance. Donc, tout est automatisé. Ce qui est important, c'est qu'on a utilisé de nouveaux outils, des nouvelles approches. Les modèles, les simulations, c'est du fait Manaslu, donc c'est 14 ans de R&D en interne pour arriver à avoir des modèles qui représentent la réalité. On est capable de valider ou de corriger la conception. Donc, on n'est pas maître d'œuvre, on est AMO, mais on est objectif et on défend les intérêts de tout le monde. On est capable d'évaluer, de faire de l'IPMVP option D, en sachant que l'IPMVP a ses limites aussi, donc on pourra en reparler. Le point important, c'est que c'est de la qualité, donc c'est sur le cycle de vie. Ça commence à la programmation quand on se pose la question de savoir ce qu'on va faire, et ça va jusqu'à l'exploitation. Ce n'est pas qu'une phase de réception. Et surtout, il faut avoir des outils de suivi automatisés. On ne va pas pouvoir se payer des ingénieurs Bac+5, voire Bac+8 s'ils ont une thèse, derrière un écran, à traiter des données, à faire des camemberts, etc. Donc, si on veut faire déployer du commissioning, obligatoirement, il faut mettre des outils et puis surtout, il va falloir former les gens. Donc, ça, c'est un point très, très important. Donc, nous, on a une démarche qui est intrinsèquement globale, qui utilise nos propres outils, mais qui est un commissioning actif. Donc, on n'est pas à 0,2% du coût de construction, du coût de travaux, je vais tout de suite, on est plutôt proche des 1,5%. Mais on a une valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aide à accoucher des objectifs, des moyens, des contraintes. On a nos outils pour faire les bonnes analyses de risque, les bonnes analyses de criticité et définir les mesures préventives. Et ensuite, on sait suivre un chantier, on sait suivre de la conception, on sait faire de la réception et du suivi d'exploitation de manière rigoureuse pour que le maître d'ouvrage ait ce qu'il attendait. Et en plus, si on doit faire la SED, la simulation énergétique dynamique, pour garantir le résultat et bien ciblé, on peut le faire. Ça coûte plus cher, ça dépend des objectifs, des contraintes. Mais les méthodes et les outils, on en dispose et on l'a fait du sur-mesure pour Schneider, pour Intensity. Ça, c'est vraiment, voilà. Donc, c'est la conclusion. Après, le point important, c'est que nous, de notre point de vue, c'est pas parce qu'on dit on fait du commissionnement qu'on va y arriver. On progresse, depuis 14 ans, on progresse tous les ans. Enfin, je dis 14 ans, mais on arrive bientôt aux 15 ans. Il faut avoir des bons outils. Donc ça, c'est un point très, très important. Les outils de simulation thermique dynamique du commerce ne sont pas fiabilisés, donc on ne va pas y arriver avec ces outils-là. Donc il faut progresser. On n'est pas maître d'œuvre et on insiste pour que le commissioning, ce soit une mission indépendante de la maîtrise d'œuvre. Donc ça peut être un ingénieur qui est maître d'œuvre par ailleurs, mais l'important, c'est qu'il soit là pour défendre les intérêts de la maîtrise d'ouvrage. Et c'est organiquement, fonctionnellement, c'est son rôle, voilà, parce qu'il doit être indépendant et de l'entreprise, du groupement et de la maîtrise d'œuvre. Il doit être au-dessus. C'est un point important, un peu comme un bureau de contrôle. Nous, c'est notre analyse, c'est une priorité de notre point de vue. Tous les outils que j'ai vus, j'ai jamais vu une seule analyse de risque, ni de la criticité. Donc les outils, le gros problème, donc je tiens à faire un warning, je vais me mettre un petit peu, je vais lancer le débat, mais on ne peut pas utiliser le guide du caustique de 2008 comme base de référence du commissioning, ce n'est pas possible. C'est une démarche globale qui va de la programmation au suivi d'exploitation et obligatoirement,
Il faut avoir des analyses de risques, donc il faut savoir où sont les risques. Donc il faut être objectif sur nos pratiques, nos résultats et pourquoi on a des problèmes techniques, des problèmes de bâtiments non performants, des problèmes de condensation, des problèmes de qualité de l'air. Donc il faut vraiment ouvrir les yeux, être objectif et se dire mais où sont les problèmes et pourquoi on ne prend pas les bonnes décisions. Ça peut être des questions d'argent, des questions de compétences, mais il faut vraiment se poser les bonnes questions pour faire un plan de prévention. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis les retours d'expérience doivent être mutualisés. C'est-à-dire qu'il faut se dire, bah oui, ça, le commissionnement a marché là, ça n'a pas marché. Et puis, ouvrir les cahiers et partager les retours d'expérience. Si on n'a pas de retour d'expérience, eh ben, en fait, vous pouvez faire n'importe quel arrêté, n'importe quelle loi, n'importe quelle norme. Si elle n'est pas validée sur le terrain, elle ne sera jamais reconnue et appliquée et efficace. Donc, il faut que ce soit validé par le terrain. Et puis, le problème aussi, c'est que ce sont de nouvelles compétences. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'avec nos pratiques, nos compétences actuelles, architectes, bureaux d'études, entreprises, etc., bah, pour l'instant, on n'a pas le résultat. Donc, posons-nous les questions de savoir quelles sont les compétences pour faire du commissionnement. Et je ne parle pas de connaissances, je ne parle pas d'outils méthodologiques, je parle de compétences, c'est-à-dire avoir des connaissances, avoir des outils et les mettre en œuvre dans telle situation. Donc, c'est la notion de compétence qui est importante. Ce n'est pas quelque chose on la met partout, à toutes les sauces, mais il faut déjà définir ce que c'est qu'une compétence, savoir ce qui est nécessaire comme compétence pour faire du commissionnement, et ensuite décliner les formations et les outils à mettre en œuvre. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas avoir choqué trop de gens. J'ai juste une petite question. Ce type-là de commissionnement que vous avez fait par rapport au projet global de Schneider, quel est le poids financier? Alors, on est au 1,5. C'est le 1,5. C'est le 1,5. Voilà, on est au 1,5. Construction. Oui, tout à fait, aux travaux. Il n'y a pas de secret, hein, c'est-à-dire que le point qui est important, c'est que si on partage avec l'AQC ou avec Monsieur Woods qui nous a fait confiance de Bouygues Immobilier sur toute la vie du projet, hein, sur tout le cycle de vie, il a toujours été un soutien, c'est que la non-qualité, c'est 4% du coût de construction quand vous lancez l'OP. Donc posez-vous la question de dire, je vais mettre 1,5 et je vais réduire les 4%. Voilà. Vous avez une marge de 2,5, c'est à prendre ou à laisser, en sachant qu'il y a des milliards d'euros en jeu et que c'est de l'intelligence par rapport après à des problèmes judiciaires, d'experts, de sapiteurs, etc. Voilà. Vous ne mettez pas l'argent au même endroit. C'est juste en coût global qu'il faut bien y penser. Merci. Je propose qu'on ait un échange de questions-réponses en fin de présentation. Il y en a déjà pas mal pour toi, David, et puis des croustillantes, donc je te laisse déjà les lire comme ça te permettra de botter en touche si tu as besoin. Je vais passer la parole à Cédric, donc Cédric Nicard, qui est en mauvais français chef des activités RSE, c'est ça, hein, CBRE? C'est ça. Chez C'est CBRE du très France. mauvais français qui me va bien. Oui. Head of CSR, bon, je ne voulais pas le faire avec mon très mauvais anglais, très mauvais accent. Et tu interviens en fin de session, notamment un peu en grand témoin, et notamment déjà pour... moi j'ai une première question, c'est tout le monde ne connaît pas forcément CBRE, donc je voulais quand même que tu nous présentes rapidement en quelques mots, pour ceux en tout cas qui sont en région parisienne et qui voient les affiches un peu partout CBRE dans les bâtiments tertiaires, on a cette vision-là, mais on ne connaît pas forcément toujours très bien l'entité et ce qu'elle représente. On sait qu'elle est un peu leader dans son secteur. Et puis, de savoir comment CBRE, en fait, se motive ou en tout cas adopte ou une politique ou non d'ailleurs d'intégration de missions de commissionnement dans le cadre de la réalisation d'ouvrages ou dans le cadre de rénovation d'ouvrages. Yes. Et effectivement, alors merci déjà pour effectivement l'invitation et cette occasion de partager un peu les visions et retours d'expérience. CBRE, tu l'as dit, effectivement, on voit notre nom à fleurir sur des belles affiches, sur des bâtiments un petit peu partout dans les grandes villes. Ça illustre ce qu'est en fait notre métier principal historique, qui est un métier de broker. Donc, on est là pour aider des propriétaires à louer ou à vendre leurs bâtiments, et on est là pour aider des locataires à trouver leur bonheur
en termes de bâtiments à utiliser pour exercer leur activité, aussi bien sur des bureaux que sur des entrepôts logistiques, que sur des industries. Ça, c'est notre cœur d'activité historique qui s'est au fur et à mesure étoffé de toute la chaîne de valeur immobilière autour du conseil. Donc finalement, on a ensuite déployé des métiers de conseil à la stratégie immobilière pour des grands utilisateurs, mais également on a remonté la chaîne un peu plus technique vers la gestion immobilière et on a développé à ce titre-là deux gros morceaux d'activité maintenant aujourd'hui qui pèsent presque autant que la transaction, que sont des métiers de property manager et de facility manager. Donc finalement de la gestion pour le compte d'un propriétaire de son bâtiment tertiaire ou donc pour le property management. Et dans le facility management, là plutôt pour le compte d'un utilisateur, qui soit propriétaire ou non, de son bâtiment, donc aussi bien ses services généraux que sa maintenance. Donc, in fine, dans ces métiers-là, on est les gars qui récupérons le bâtiment après commissionnant ou pas d'ailleurs. Donc, on en fait partie des premiers à devoir affronter les affres potentielles d'un commissionnement qui aurait pu être loupé. Du coup, pour ton point sur la religion et la vision de ces BRE, bah elle repose notamment sur le fait qu'on a un rôle de conseil envers nos clients qui, lorsqu'ils vont réaliser des travaux, nous, systématiquement, on leur recommande de manière très appuyée de ne pas oublier le commissionnement lorsqu'ils vont être donneurs d'ordre et que nous, on aura du coup des missions plutôt lointaines de suivi, de supervision de chantier. Commissionnement qu'on peut être en capacité de faire pour des projets simples lorsqu'il va s'agir de faire des travaux sur un corps d'État, typiquement remplacer un système CVC sur un bâtiment complet. C'est des choses qu'on sait faire, qu'on sait intégrer et proposer. Et évidemment, du coup, d'être en capacité de le déployer autant que faire se peut. La limite à ça, évidemment, c'est que tant que le client il n'a pas dit oui, j'y suis sensible, ça m'intéresse, on atteint les limites un petit peu de l'exercice dans la mesure où nous, notre rôle, effectivement, c'est de faire en sorte que le bâtiment tourne comme il doit tourner nuit et jour et qu'in fine, on n'est pas le donneur d'ordre final. Même si, comme on se l'évoquait un peu en introduction, on fait partie des premiers à prendre les coups quand quelque chose ne va pas. Donc c'est un petit peu dans notre intérêt que ça se passe bien. Et aujourd'hui, les éléments clés pour la mise en service d'un bâtiment, la vue d'un gestionnaire de patrimoine, et puis l'implication qu'un gestionnaire de patrimoine doit avoir, notamment dans la mise en œuvre d'une mission de commissionnement. Oui, effectivement, c'est un point important que tu évoques. Effectivement, comme je disais, nous, on est les gars qui recevons les clés une fois que le bâtiment, qu'il soit neuf, qu'il soit rénové, est livré. Le premier point de vigilance est qu'évidemment, nous, on serait les premiers à être intéressés d'être mis dans la boucle le plus en amont possible pour faire notre job. Et c'est une des premières limites. Je pense que je n'apprends rien à personne en disant que le facility manager, le mainteneur, le gestionnaire, il est toujours choisi au dernier moment, parfois même quelques jours avant la livraison, voire quelques jours après la livraison. Donc, une des phases qui est essentielle au bon commissionnement d'un bâtiment, qui est une notion de passation, elle se fait difficilement. Donc ça, c'est un premier renseignement qui est important. Donc quand il y a cette phase de recouvrement efficace, nous, en tant que facility ou property manager, ça nous permet d'être dans la boucle assez en amont, assez tôt, justement de tous les réglages de fine-tuning qui ont lieu dans les 3, 4, dans l'idéal 6 derniers mois de la construction, et de la réalisation du chantier avant sa livraison, donc de nous faciliter largement la prise en charge, de comprendre comment fonctionnent les équipements, de comprendre les paramètres de confort dans lesquels il faut qu'on assure le fonctionnement de l'immeuble, parce que ce n'est pas en une formation de 3/4 d'heure sur un coin de table sur la GTB que ça va marcher. On a beau avoir des techniciens qui ont la meilleure volonté du monde, et on a beau avoir en face de nous les meilleurs concepteurs de GTB et les meilleures équipes de commissionnement, en 3/4 d'heure, ça ne marche pas. Ça nous permet aussi d'être serein sur les performances énergétiques, et on l'évoquait également tout à l'heure, parce que finalement, une fois que la promesse est faite
par le promoteur, concepteur, branche de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre du bâtiment, c'est curieusement rarement les mêmes personnes qui vont devoir la garantir derrière, ou en tout cas pas seules. Donc c'est bien qu'on puisse aussi être mobilisé le plus tôt possible pour qu'on comprenne la manière dont a été pensé le bâtiment, penser son fonctionnement, pour qu'on puisse retraduire finalement les exécutants de cette pensée qui à l'origine a forcément été intelligente. Et juste si l'intelligence ne nous est pas partagée, ben, on est forcément un petit peu démuni. Parce que, bon, je fais une micro-parenthèse dans la boîte, mais un point qui est important et que vous avez tous rappelé dans les interventions précédentes, c'est que ce commissionnement, en fait, c'est le point clé d'un passage de balle entre plein d'acteurs autour du bâtiment. Et un point qui est important à réévoquer, c'est que l'équipe de maîtrise d'ouvrage qui a conçu et qui livre le bâtiment est rarement celle qui l'utilisera. Parce qu'entre les deux, il se passe une phase de location, il se passe une phase de vente du bâtiment. Et du coup, les intérêts des acteurs, d'un maître d'ouvrage à l'autre, qui s'envoie le bâtiment avec le commissionneur entre les deux, bah, ce n'est pas les mêmes. Donc forcément, il y a un enjeu de bien aligner le train sur les rails. Et du coup, je termine dans les derniers points d'attention et de vigilance sur ce commissionnement auquel nous on tient également. C'est que un commissionnement qui est bien fait, qui est bien anticipé, qui est bien partagé, ça permet quand même de largement limiter la casse dans les phases de garantie de parfait achèvement. Ça facilite largement toute cette phase de prise en charge finalement du bâtiment opérationnel, parce qu'on s'est déjà donné des outils de suivi. Et les outils, c'est évidemment des outils d'ingénierie, c'est des outils de pilotage, mais c'est aussi des process. C'est un mode de gestion qui facilite largement la vie. Donc c'est un point qui est essentiel. On peut l'illustrer par un petit retour d'expérience rapide de ce qu'il ne faut pas faire, à l'inverse. On dit ce qui serait bien de faire. Mais je peux vous l'illustrer en racontant une petite histoire que j'ai vécue il y a quelques années. On va faire un petit tour il y a 5 ans en Normandie, où on a un investisseur que je représentais à l'époque qui achète en VFA un bâtiment très bien pensé, très bien conçu, qui donc neuf, un peu plus de 4000 m², déjà loué, magnifique avant sa livraison. Bâtiment qui avait été pensé non pas pour être high-tech, mais pour être performant dans les low-tech. Donc avec très peu d'équipements de pilotage, un bâtiment extrêmement performant, non climatisé, qui nécessitait par des systèmes de pilotage, notamment des ouvertures de fenêtres, d'avoir un système de free cooling assez efficace. Sur le papier, génial, hyper bien pensé, hyper bien conçu. Et il y avait, dans l'acte de vente en état futur d'achèvement, une petite clause optionnelle qui était de dire, si vous voulez un commissionnement, qu'avait proposé la maîtrise d'ouvrage de conception et la maîtrise d'œuvre, dire, si vous voulez le commissionnement, c'est une option, vous la prenez pas, ça coûte tant. Ce n'était pas un truc énorme, on parlait d'un petit chèque entre 20 et 30 000 euros sur un bâtiment qui coûte plusieurs millions. Évidemment, vous vous doutez la conclusion. C'était on ne comprend pas trop ce que c'est le commissionnement. C'était même pas une question d'argent, c'était on ne comprend pas ce que c'est. On ne l'achète pas, cette option. Du coup, le bâtiment a été mis en service sans commissionnement. Et les problèmes ont vite commencé à arriver, parce que c'est bien d'avoir un bâtiment qui est low-tech et qui fait du free cooling, mais ça ne marche que quand on ouvre les fenêtres. Et si les utilisateurs ne le savent pas qu'il faut le faire, si les mainteneurs ne le savent pas qu'il faut le faire, on a très très vite des problèmes. Donc, vous passez un peu l'histoire des longs débats d'experts, interventions des assureurs pendant à peu près 2 ans, expertise, contre-expertise, les équipements marchent, ils ne marchent pas, des problèmes de cloisonnement du bâtiment, etc. Tout ça pour arriver à un triple problème. Pour rassurer les locataires, le propriétaire a dû quand même installer de la clim, parce qu'au bout d'un moment, il en avait marre, considérait que ça ne marchait pas. Donc, un bâtiment qui avait été conçu pour ne pas être climatisé, il a quand même été reclimatisé derrière. Je vous passe l'impact environnemental et énergétique.
Ça lui a coûté quelques centaines de milliers d'euros. Pour autant, les locataires sont quand même partis, parce qu'au bout de 2 ans, quand tu es fâché avec ton bailleur, tu t'en vas. Et puis, au fur et à mesure, le bâtiment a obtenu une réputation pas dingue sur le marché local, donc ils n'arrivaient plus à le relouer. Tout ça en filant le fil de la mise en service n'a pas été comprise, bien pensée, bien anticipée, et on arrive, au-delà du sujet d'argent, à un immeuble qui se retrouve planté, dans notre jargon, sur son marché, parce que toutes les bonnes cases, à mon, n'ont pas été anticipées. Donc, cas d'école qui illustre effectivement l'importance, et du coup, si bâtiment planté, dit impact financier dans le bilan de l'investisseur, parce que c'est un immeuble qui coûte de l'argent, mais qui n'en rapporte pas. Donc ça rebondit un peu sur le point d'intérêt financier que rappelait très justement Franck tout à l'heure. C'est un point qui est clé, et c'est un point qui est d'autant plus clé qu'il y a ce sujet de le commissionnement, ça coûte, évidemment, mais le commissionnement a besoin d'être compris par la maîtrise d'ouvrage, et c'est, je pense, sur ce point-là en particulier que ça a pêché à ce moment-là, parce que le commissionnement était vu comme un outil d'ingénieur, un coup de fun, comme on l'évoquait aussi très justement tout à l'heure. Ce n'était pas qu'un kiff d'ingénieur, c'était une condition nécessaire à la mise en service d'un bâtiment qui était complexe dans sa pensée. Excellent. Et donc, en tant que gestionnaire, aujourd'hui, les maintiens de performance dans le temps, c'est essentiel. Et de ce que je comprends, vous avez aussi la conviction que cette prestation, elle doit s'inscrire aussi dans la durée, enfin, le commissionnement dans la durée. C'est ce que vous appelez, vous, le rétrocommissionnement. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre... Absolument. ouais. Là-dessus, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est un point qui est clé, parce que même dans le meilleur des mondes, on se projette le super commissionnement du bâtiment qui a été bien fait, tout le monde est content, les performances énergétiques sont tenues, les bons paramètres de confort, la passation a été bien faite, on tient toutes les promesses. Naturellement, un bâtiment, c'est un être vivant, il dérive dans le temps. Des fois, il lui faut 1 an pour dériver, des fois, il lui en faut 3. Généralement, au bout de 3 ans, on commence à avoir des vrais sujets d'expérience de terrain, et je pense que vous le partagez probablement aussi. Parce que le bâtiment, il passe nos équipes de maintenance, nous en premier, on change un technicien qui a changé de site. Les utilisateurs sont plus les mêmes, il y a un nouveau locataire, il y a un nouveau responsable des services généraux, le propriétaire a vendu à un autre, etc. À chaque fois, on a des pertes d'informations et on a des dérives. Et on a beau avoir le meilleur jumeau numérique, on a beau avoir le meilleur DOE, c'est la même chose pour ces outils-là. Ils ne passent pas de main en main s'il n'y a pas quelqu'un pour les aider à passer de main en main. Donc il est important de temps en temps de se faire cette petite piqûre de rappel, une piqûre de rappel qui doit être pragmatique. Donc de notre côté, on recommande à échéance très régulière des petits audits orientés sur le rétrocommissionnement en mode audit flash. C'est, entre guillemets, pour le caricaturer, c'est pas un ingénieur bourrin qu'on envoie, c'est un ingénieur malin qui va passer 3 jours dans le bâtiment, quand c'est nécessaire, des fois 1, des fois 12, et qui va poser la question de, en fait, bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, il a son histoire, mais il a été pensé intelligemment à un moment, et on va le remettre sur les rails par rapport à son occupation aujourd'hui et à sa conception d'origine. Donc on va aller ajuster tous les petits réglages qui ont dérivé dans le temps, une horloge qui n'a pas été mise à l'heure, une GTB qui n'a pas été upgradée, des lois d'eau de groupe froid qui n'ont pas été mises à jour non plus. Et tous ces petits points-là, on se refait un état des lieux et on repart de zéro sur un nouveau cycle. Ça a l'avantage aussi d'être facile à comprendre de côté d'un maître d'ouvrage. Donc on va leur expliquer ce point-là à nos clients. Déjà parce que, by the way, ça coûte pas cher au regard d'une mission d'ingénierie lourde de conception. Et ensuite, c'est qu'ils ont des quick wins. Il ne faut pas non plus oublier que la plupart, qu'on soit sur un propriétaire utilisateur, un investisseur institutionnel qui va détenir ce bâtiment, ils ont toujours des horizons de temps de décision courts. Donc leur dire
le vend une mission de rétrocommissionnement dont, sans trop mouiller, je sais te dire qu'elle est rentable en maximum 3 ans, dans la majorité des cas 1,5, bah, c'est pas trop un sujet pour eux, ils signent. D'autant si l'argument derrière, c'est éviter que le locataire du 5e étage gauche râle parce qu'il fait trop chaud, ou de voir ses charges énergétiques augmenter, de voir les petites interventions de maintenance ponctuelles repartir. En fait, ça fait un petit reset du bâtiment qui est ultra utile et qui rappelle l'importance de ce commissionnement d'origine aussi, parce que ce rétrocommissionnement-là, il ne marche bien que s'il y a eu aussi un bon commissionnement à l'origine. Tout seul, il sauvera jamais les meubles d'un commissionnement mal fait. Il limite la casse, mais il permet surtout de maintenir la bonne harmonie du bâtiment et des bonnes conditions de travail pour tout le monde, de l'utilisateur au mainteneur, en passant par le propriétaire. Donc on va recommander effectivement tous les 3 ans à peu près cette petite piqûre de rappel, parce que c'est pour le bien de tous. Merci beaucoup, Cédric, pour ce témoignage éclairant. Et on serait ravis que tous les gestionnaires de patrimoine et maîtres d'ouvrage soient aussi motivés ou en tout cas sensibilisés à ce sujet du commissionnement. Alors, on va passer au jeu de questions-réponses. Marc, pardon. Je crois que on en avait pas mal. Je laisse la parole à Priscilla qui a. D'accord. Tu peux laisser. Donc, au niveau des questions, donc j'ai une première question à David. Les coûts, David. Le prix. Alors, les coûts. Non, mais tu n'es pas obligé de rentrer dans le détail des prix quand même. Après, sur les coûts, le 1,5%, c'est quand on fait quelque chose d'ambitieux. Le point qui est très, très important, c'est la phase amont, c'est-à-dire quelle est l'ambition, quelles sont les contraintes, quels sont les objectifs. Et après, on décline sur mesure le plan d'assurance qualité en fonction des moyens. Donc, c'est une question, on voit que Vincent a dit, c'est là-dessus que travaille Renovox. En fait, le point le plus important, c'est que si vous voulez avoir une Mercedes, vous voulez avoir une Logan, vous ne mettez pas les mêmes moyens et vous ne mettez pas la même politique qualité. Donc, c'est la même chose sur un produit bâtiment. Et dans l'industrie, on sait très bien faire. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui doit durer 3 ans, et ben vous n'aurez pas la même politique qualité que quelque chose que vous garantissez 20 ans. Et là, on est dans la même dynamique. Donc, le 1,5%, c'est quand on veut faire quelque chose de full, voilà, haut niveau de qualité. Après, on peut adapter en fonction des enjeux. Ça, c'est un point qui est très, très important. On va poser la question des 4%. Les 4%, c'était en 2018, c'était les chiffres de l'AQC, c'est les chiffres partagés avec Bouygues Immobilier et des Woods, et je pense qu'ils sont fiabilisés. C'était les études statistiques sur les coûts d'assurance, les coûts de non-qualité, dommages d'ouvrage, etc. Donc, c'est dans la filière bâtiment, c'était quelque chose qui était environné. Après, le point qui est important dans le cadre du projet, que ce soit Intensity ou d'autres, c'est que l'outil réglementaire n'est pas l'outil de conception. C'est important. Avec l'outil réglementaire, vous ne faites pas de la qualité d'enveloppe. Vous avez une bibliothèque de pont thermique. Si vous faites de la rénovation et que vous utilisez cette bibliothèque, vous êtes obligatoirement à côté de la plaque. Et encore pire sur les aspects dynamiques, si vous voulez mettre des pompes à chaleur avec nécessairement des courts cycles, etc., ce n'est pas le calcul réglementaire qui va vous permettre de faire la conception de vos lots techniques et la conception d'un projet. Donc, il faut bien différencier les deux. Et c'est là où le commissionneur doit avoir son expertise et où on peut utiliser la simulation énergétique dynamique si on a des grands enjeux en termes de structuration des schémas fluides, schémas hydrauliques, comment tout optimiser et fiabiliser le tout. Voilà, ça c'est un point important, hein, c'est qu'on ne conçoit pas avec la RE 2020 ni avec la méthode THCE. Il ne faut surtout pas oublier tout ça. Après, le commissioning, c'est également un moyen de rationaliser, c'est-à-dire que c'est également un moyen de faire les bons choix et éviter de partir dans des délires architecturaux, parce que souvent, on a plein de super idées quand on a des esquisses, et après, il y a la réalité économique. Et quand j'entends parler de bâtiments qui sont en souffrance avec des surchauffes, je vois déjà pas de protection solaire sur le bâtiment qui a été montré. Protection solaire extérieure, c'est le b.a.-ba de tout ce qui doit être fait. Et malheureusement, on a encore des projets avec des projets sans protection solaire extérieure, encore en 2024, enfin 2023-2024. Donc, et le point qui est important aussi, c'est les compétences, c'est comment se former, comment arriver à amener à avoir une profession
qui soient en mesure de faire ce métier, parce que pour moi, c'est un nouveau métier. C'est pas bureau d'études, c'est commissionneur. En fait, il va falloir se poser les bonnes questions, il va falloir mettre les moyens et mettre les chevaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, hein. Il y a des gens qui cherchent dans des labos, qui savent modéliser les compétences. Il y en a qui savent développer des solutions logicielles. Il y a plein de gens sur la planète qui savent travailler. Ben, il va falloir se regrouper et réfléchir à quels sont les enjeux et quels sont les moyens à mettre en place. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Et nous, d'habitude, quand on finit une présentation sur le commissioning, souvent, on met une belle image d'Harry Potter en disant non, le commissioning, c'est pas Poudlard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Poudlard pour le commissioning et on n'est pas des magiciens. C'est-à-dire qu'on n'est qu'avec des êtres humains. 40% des métiers dans 10 ans n'existent pas. Je pense que le métier de commissionneur n'en fait pas partie. Enfin, on fait partie de ces 40%. Donc, il va falloir se poser les bonnes questions et entraîner toute une profession à changer. Voilà. Donc, il va falloir se positionner et prendre des bonnes décisions pour mettre en œuvre la formation, la structuration de ce nouveau métier. Donc, tu voulais intervenir. Merci. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est en complément de ce qui vient d'être dit, hein. Je pense que je vais insister sur deux choses. La première, c'est que si vous vendez une mission en disant je vais faire une mission à 0,9 au lieu de faire une mission à 1,5, vous restez dans le phénomène du coût. Ce que nous avons essayé de dire avec Cédric, c'est que ce qu'il faut vendre, c'est une mission de garantie de la valeur de l'actif. C'est-à-dire que l'investisseur, il n'en a rien à faire de dépenser 150 000 euros. Si vous lui garantissez que son actif qui vaut 50 millions, il ne va pas perdre 2 millions l'année d'après la réception. Et ça va très vite, la perte de valeur, hein. Vous perdez, comme l'a dit Cédric, sur une opération, vous avez un locataire qui part au bout de 2 ans, vous avez perdu 2 millions de valeur en un claquement de doigts. Donc, c'est pour ça que j'essaye de vous sensibiliser à ce que vous compreniez bien la garantie. Et quand je dis garantir, c'est pas garantir en mettant sa tête sur le bio en disant que ça va faire 19,78 kWh mètre carré par an. Ça, c'est ce qui a été démontré dans l'opération exceptionnelle juste avant. Mais on peut garantir des tunnels de consommation. On peut, en fonction de ce que vous le mettez d'ouvrage, et tout le monde n'est pas Schneider, et avec Ed Woods, et oui, à vouloir faire l'exceptionnel. Et il faut des gens qui fassent l'exceptionnel. Mais il faut aussi être capable de garantir le tout venant. Et quand je dis garantir, c'est garantir des tunnels, c'est garantir des criticités. Ça a été bien mieux dit que moi par David, hein. C'est bien vérifié que les équipements critiques fonctionnent correctement. Et je crois vraiment que si on devait aider les praticiens à vendre cette mission, ça passe par cette garantie de valeur. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'investisseur, c'est de ne pas perdre 10 millions d'euros sur un immeuble de 50 briques parce que j'ai plus personne dedans, comme l'a décrit Cédric. L'immeuble dont parlait Cédric, on le connaît, il a coûté un certain prix et aujourd'hui, sa valeur est 0. Donc, vous voyez l'impact. Donc, sans aller sur l'extrême que décrivait Cédric, vous avez quand même un impact très fort et c'est un facteur 10. Entre le coût de votre mission et l'impact sur la valeur, il y a un facteur 10. Par contre, notre boulot, et c'est le boulot qu'on va faire avec la SCVF et les associations de propriétaires fonciers et les promoteurs, c'est de vous donner la manière dont on fonctionne sur la partie évaluation. Pour que vous sachiez dire dans une équation d'évaluation, quelle est la valeur ajoutée de mon commissionnement. Si vous venez simplement en disant j'ai une super idée, je vais vous prendre 1,5% de mission en plus sur le coût de travaux, bah c'est ce qu'a dit Cédric, hein. Ok, vous êtes mignons les ingénieurs, mais voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser le terme de garantie. Garantie, ce n'est pas de la garantie totale, c'est des garanties par rapport à des fonctionnements programmés, et je ne peux que répéter ce que disait David. Si vous le faites avec du calcul conventionnel, c'est la mort assurée. Donc, on ne garantit pas un ouvrage en travaillant sur des éléments de ce type-là. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que je voulais insister. Et deuxième point, pouvoir travailler à l'étranger et pouvoir bosser avec des étrangers sur le commissionnement, c'est des personnels formés totalement différemment. C'est des experts en tout, mais experts en rien. C'est pas des super experts d'un truc technique, c'est des experts sur tout.
et ça a été dit, sur l'enveloppe, sur les systèmes, sur l'acoustique, l'éclairage. C'est un peu c'est des gens qui ont des compétences multiples sur les immeubles et qui sont capables de faire ce travail d'identification des risques, d'identification de pourquoi ça marche pas, et pas seulement, c'est pas seulement, et peut-être que je me suis mal exprimé et David a bien fait, c'est pas le super expert de la centrale de traitement d'air ou du groupe froid qui vient faire le commissionnement. Le gars qui fait le commissionnement ou la fille qui fait le commissionnement, c'est souvent des experts multi-expertise qui savent aussi bien analyser une façade, une enveloppe, que des systèmes techniques ou des systèmes d'éclairage. Et c'est vrai que c'est les experts que j'ai pu rencontrer en Europe du Nord principalement, c'est des gens multi-expertise. Voilà, c'est deux sujets sur lesquels je me permettais de compléter ce qui a été répondu. Oui. Alors, j'avais une question. Alors, excusez-nous, on a une question dans la salle, donc on va la retransmettre. C'était le coût initial, la consommation initiale du bâtiment qui était de 40 kWh/m² par an, et les résultats de 20 kg, et finalement avec un coût de 1,5%, le retour sur investissement. Mais Franck vient d'y répondre en fait indirectement en disant que si je prends ce calcul bête et méchant, je suis rentable en 100 ans ou je ne sais pas. Mais par contre, si je prends un bâtiment qui vaut 50 millions et qui perd 2 millions au bout d'un an, voilà. Voilà, Franck, transposer les choses. Tout à fait. Franck a répondu, mais il y a des choses toutes bêtes, hein. J'ai travaillé avec un maître d'ouvrage, c'était en 2020, 2021. Il avait en rénovation. Il avait des modèles avec la Banque des Territoires, il devait faire du contracting. Il y a eu la guerre en Ukraine. Tous ces calculs étaient erronés. C'est-à-dire qu'en fait, même le calcul de 20 et 40, vous êtes en situation inflationniste, vous êtes rentable en 5 ans sans avoir la valeur de l'actif. Donc, quand on fait la qualité de la garantie, en fait, c'est la robustesse. C'est-à-dire que vous êtes robuste par rapport à ce qui va se produire. Ça peut être de l'inflation, ça va être voilà, ça peut être tout. Ça peut être le changement climatique avec plus de canicules ou une période de grand froid parce qu'il y a un problème, etc. Parce que vous avez de la qualité et vous avez de la robustesse. Et c'est ça le gain de la qualité, c'est cette robustesse. Et donc, c'est comme une assurance, vous limitez le risque de tout. Il y a encore une petite question au niveau des outils que tu utilises. Les outils de modélisation, de quel type et comment on les utilise, quelles sont les compétences? Alors, nous, on utilise Design Builder pour faire du dessin. On paramètre Energy+, mais après, on travaille avec nos propres outils pour paramétrer Energy+, et pour modéliser les équipements sous MATLAB Simulink. Donc, on a des outils internes qui sont propriétaires et on est 5 experts à pouvoir les utiliser à l'heure actuelle en interne. Parce qu'on a des contraintes, on a des projets industriels et on a des gens qui sont avec au moins 10 ans d'expérience en simulation avant d'utiliser ces outils. Voilà. On est obligé d'avoir des gens très, très experts. Donc, je vous propose de terminer la conférence. Nous, on va la poursuivre autour d'un bon petit cocktail et désolé pour vous. Allez être à Lyon. Voilà. Et donc, je remercie tout le monde, en tout cas, pour les présentations qui étaient fantastiques et complémentaires. Présentation disponible. Présentation sera disponible sur le site pour les membres ICVF. Donc, n'hésitez pas à adhérer si vous ne l'avez pas encore fait. Et je laisse la parole de la fin à Mohamed, si tu veux bien. Ah oui, alors, mot de la fin, c'est juste pour vous remercier nos intervenants et pour la qualité, évidemment, et puis la richesse de leur contribution. Et puis remercier aussi, puisqu'on les a peu vus, c'est Maxime et Marc qui ont œuvré pour beaucoup, enfin, de ton bureau à Lyon, à l'organisation de cette manifestation. Voilà. Merci Marc et merci Maxime. C'était aussi l'occasion de... On me fait passer un message quand même, c'est de préciser que c'est la première fois que nous faisons une réunion en duplex avec Paris. Ouais. Et on aurait pu le faire avec d'autres régions. Et merci à Mohamed d'avoir initié l'idée. Donc à refaire parce que c'est assez sympa, même si techniquement, ça n'était pas encore parfait. Mais bon, on va y arriver. Merci à vous.